Donc j'attends que tout le monde se place et on y va. Donc comme on vous l'a dit ce matin, là on va partir bientôt avec les plus grands, là, les joueurs du pôle France Relève de Strasbourg, sur des mises en place sur le terrain, qui seront dans la continuité un peu de ce que vous avez vu ce matin. Mais avant ça, ce qui nous a semblé intéressant, c'est de revenir un peu après le repas. Vous avez eu le temps peut-être de mûrir un peu tout ça et de revenir un peu sur ce qui s'est passé ce matin. Alors aussi bien la première partie, la présentation, mais surtout ce que Philippe vous a présenté. Donc n'hésitez pas, on va prendre 5, 10 minutes, pourquoi pas, ça peut sans aller trop loin dans le temps, pour répondre à vos questions et échanger sur l'ensemble de la matinée. Allez, c'est parti, lancez-vous. Lève la main. Le repas n'a pas été profitable apparemment. Encore une fois, ça peut être... Ouais. Bon, Fred. Désolé, on m'avait dit que j'avais pas le droit au micro aujourd'hui, mais je l'ai quand même pris. Je reviens sur l'intervention que tu as faite, Vincent, et complétée par celle de Christophe et Loïc. Vous avez mis beaucoup au cœur de votre discours le joueur. Les documents que vous avez proposés pourraient être lus par les joueurs ou on pourrait leur proposer de le lire. Est-ce que vous avez envisagé, parce que évidemment un entraîneur a une lecture, un joueur peut avoir une autre lecture, surtout quand on a entre 13 et 19 ans, est-ce que vous avez envisagé de comprendre comment l'accompagner pour qu'il puisse le lire et se l'approprier avec sa tête de joueur et non pas avec la tête de l'entraîneur qui lui explique les choses? Est-ce que vous avez envisagé sur l'évaluation que ça puisse être lui qui remplisse son araignée et peut-être qu'il y aurait un décalage avec l'entraîneur et comment on en discute derrière? Donc est-ce que c'est une étape que vous avez déjà anticipée? Comment elle pourrait se mettre en place? Est-ce que vous donnez des conseils à ceux qui seront dans ces situations-là, quel que soit le niveau du club Avenir, club et ainsi de suite, jusqu'au Pôle France Relève? Alors, sur les deux questions, je t'avoue que la priorité, ça a été de faire un document à destination des entraîneurs. Mais je pense que le fait que ce soit assez clair et simple, c'est tout à fait abordable pour les joueurs. Donc il n'y a aucun problème pour que des joueurs s'approprient le document, l'outil, notamment les différentes thématiques et surtout le pourquoi des différentes thématiques pour le sens du jeu. Mais je dirais que là, il faut être accompagné par l'entraîneur pour justement faire le parallèle. C'est valable avec ce qu'on a vu ce matin. Vous avez vu des situations type un petit peu pour travailler des outils, je dirais. Mais le plus important, c'est bien de comprendre et de faire passer le message que ces outils, ils ont un objectif clair. Et donc, je pense que c'est ce lien-là qu'il faut faire entre l'entraîneur-joueur. Je pense que ça peut être un moyen de développer la relation entraîneur-entraîné qui est assez intéressante. Donner le document comme ça à un joueur, après ça dépend de l'âge. Peut-être qu'à leur âge, ils peuvent tout à fait, avec le recul qu'ils ont, intégrer tout ça et peut-être qu'ils vont se mettre dans la tête d'un entraîneur déjà. Après, sur la deuxième question, là c'est plutôt les collègues qui vont en parler, mais à mon avis, pour en avoir parlé un peu déjà avec eux, il y aura toujours une évaluation qui sera faite, une auto-évaluation du propre joueur, et c'est aussi un échange entre le joueur et l'entraîneur. Je pense que ça, la plupart des entraîneurs le font. C'est très important, je pense, de définir des objectifs et d'avoir un projet commun. Pour ça, il faut en parler ensemble. Si on arrive, on est uniquement là pour évaluer en tant qu'entraîneur et le joueur il subit, forcément. Mais ça, je dirais que c'est pas... ça vient pas du parcours du jeune joueur. Pour moi, c'est un peu du bon sens d'évaluer et que le joueur participe à sa propre évaluation et à son propre projet, en fait. Voilà, après... Bonjour à tous. Donc moi c'est Thomas Adam, donc je suis responsable du pôle France Jeunes, donc des 4 joueurs là entre autres qui sont ici. Pour en revenir à ce que tu dis, de toute façon déjà aujourd'hui il y a des pratiques. Chaque entraîneur soit fait une évaluation lui-même, soit auto-confronte, ça existe déjà. Là c'est simplement un outil supplémentaire d'aide pour continuer dans son management ou changer de management, etc. Donc après chacun se l'approprie à sa manière. C'est vrai que nous on l'a envisagé comme un parallèle d'autoconfrontation avec une auto-évaluation d'un côté, notre évaluation de l'autre et une confrontation derrière. Essayer de la faire régulièrement et on se dit que plus on va commencer tôt, plus ça va être intéressant parce que les joueurs vont prendre l'habitude de le faire. Voilà. Après, aujourd'hui on ne va pas révolutionner chacun sa pratique d'entraînement quotidien, etc. Une autre question ?
Hop. Question sur les spécialisations. Ce matin, on a parlé de spécialités simples, doubles et mixtes en fonction des disciplines des tableaux. Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'il était envisagé dans le futur d'associer ça effectivement aux compétitions, qu'elles soient nationales jusqu'au niveau départemental, puisque sur les compètes, la sélection se fait en simple, si je ne veux pas dire de bêtises, vous me corrigez. Est-ce qu'il y a effectivement une évolution visée, en tout cas par rapport à ça ou pas, et qu'il puisse y avoir des sélections de double et de mix, etc. C'est toi qui vas répondre là. Sur les compétitions. Ouais, c'est pour toi ça. Sur les compétitions aussi, t'es expert S compétition. Oui, voilà, Philippe, voilà, bien. C'est en lien avec ce matin, mais tu vas un peu plus loin là quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, super question. Merci Michael. Merci Michael, super question. Écoute, on travaille, et Philippe l'année dernière a fait un travail remarquable en collectant un maximum d'informations à votre niveau. Plus haut, c'est ça? Merci. Donc pour autant, la démarche politique, elle avance doucement. Et donc en ce moment, on est en train de repenser l'offre de pratique compétitive. C'est ça que tu me dis. L'offre de pratique compétitive, on va la repenser. Travail remarquable de Philippe, tout est fait. Nous, de notre côté, on est prêts. Et en ce moment, on est dans cette recherche de convaincre, de proposer aux élus la démarche qui fera qu'on ira sûrement, à un moment ou à un autre, vers ce regard un peu intelligent qui fait qu'on s'ouvre à tous les tableaux, bien évidemment. Je ne suis pas sûr que c'est sur ça qu'on ira à la fin. Mais la démarche, on cherche un maximum d'intelligence, au regard aussi d'une réforme territoriale qui nous a impacté, de plein de choses qui sont évidemment à prendre en compte. Voilà. Donc, le genre de questions pseudo-politiques, oui les gars, merci. Non mais c'était super sympa et voilà, c'est dans cette démarche-là qu'il faut aller. Et nous on n'est pas à l'aise aujourd'hui pour vous répondre, donc encore merci Michael de nous aider dans la démarche. Allez, une dernière, sur ce matin plutôt. Hein. Là-bas? Non? T'es sûr? Rien d'autre par rapport à ce matin? C'est bon? Bon, ben on enchaîne alors, pas de problème. Tiens, je te mets ça. Voilà. Donc là, les jeunes là, vous pouvez venir? Donc comme on l'a dit ce matin, on va passer maintenant sur une des priorités hautes des joueurs en période plutôt 16-19 ans. Donc pour nous, ce sont des joueurs qui sont plutôt en pôle France relève. Hein. On est plus sur du pôle France jeune, on est plutôt sur la nouvelle dénomination pôle France relève. La particularité, c'est que ce sont tous, des joueurs plutôt doubles. Donc on va en profiter, et ça tombe très bien, pour mettre un focus particulier sur le double, justement sur toutes ces notions de coup d'après, qui est une priorité haute de la période 9-16 ans, en double. Parce que c'est pas forcément ce qui nous vient le plus vite à l'idée quand on parle de double. Quand on parle de double, on parle beaucoup de vitesse, de puissance, d'attaque-défense, donc plutôt ce qui se passe dans la finition du point. Alors évidemment, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on a bien compris l'intérêt des premiers coups, mais il y a toute la construction du point qui est super importante et qui rentre tout à fait dans la philosophie des OTHN et ce qu'on veut aussi essayer de transmettre au travers du parcours du jeune joueur. Moi, j'avais juste une ou deux choses par rapport à ce matin, avant qu'on les présente. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, mais quand Philippe il a parlé de pied-frappe aux joueurs, il leur a rien expliqué. Ils étaient tout de suite sur l'équilibre, le fait de poser l'appui. Je pense qu'ils ont toute une réflexion pour savoir pourquoi c'est intéressant en badminton. Donc par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, enfin plutôt ce matin, sur la terminologie et le fait que le langage il est commun, on s'en rend même plus compte en fait. C'est-à-dire quand il a lancé la balle, il fait bon maintenant on va travailler pied-frappe, tous les jeunes ils étaient là, ils se sont concentrés sur l'équilibre. Voilà, c'était juste un petit exemple. Et pour moi, c'est ce partage-là, donc depuis 3-4 ans, et qu'il faut continuer à mettre en place. Je laisse la parole à Thomas pour présenter un peu les joueurs, parce que ce sont des joueurs de son pôle.
Ok, avant de les présenter, simplement je vais rappeler ce qu'on a dit depuis ce matin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune recette miracle ici, il n'y a que des exercices très simples que tout le monde connaît, mais l'idée c'est de remettre le focus sur un certain nombre d'observables qui sont contenus dans les documents du parcours du jeune joueur. D'accord? Donc on ne s'attend pas à des solutions miracles ou à des grandes nouveautés. Pour faire ça, on a donc 4 joueurs. On a Fabien Delru et Maxime Brio, les deux plus jeunes. Voilà. Fabien joue à Aisanville, Maxime joue à Air-sur-la-Lys. C'est leur première année à Strasbourg, même s'ils ont déjà fait une année en Pôle France à Bordeaux l'année dernière. Ils sont venus à Strasbourg dans l'optique de rentrer dans le groupe de double. Ils ont encore un projet où, d'ici en un an, ils ont encore un championnat d'Europe junior et un championnat du monde junior. Voilà. Avant de basculer dans le monde senior définitivement. Ce qu'ont déjà fait Mathieu Gangloff et Tom Rodriguez. Donc respectivement de Boulogne et de Nozay. Et qui sont sur leur 3e année au pôle à Strasbourg. Dernière chose par rapport à l'organisation peut-être de cet après-midi, qui sera légèrement différente de ce matin. On va essayer de faire ça en binôme avec Vincent. Nous, ça va nous permettre peut-être d'être plus focalisés sur la séance avec les joueurs, sur la relance et sur les petits feedbacks. Et Vincent qui va peut-être arriver à discuter avec vous, faire émerger des questions et des questionnements et essayer d'apporter tant que possible des réponses. Ok, donc n'hésitez pas. Donc moi je serai plutôt là pour expliquer un peu ce qui se passe sur le terrain. Thomas sera plutôt à la manœuvre sur le terrain avec les joueurs, mais n'hésitez pas si vous voulez poser des questions à Thomas, on relaiera sans problème. Donc, priorité forte, haute à 16-19 ans, le coup d'après, c'est-à-dire tout simplement l'enchaînement des frappes, enchaîner pour construire, pour arriver à un coup faible de l'adversaire, pour enfin pouvoir terminer l'échange. À votre avis, quels sont les liens entre ce que je viens de vous expliquer sur le sens du coup d'après en double et puis tout ce qu'on a vu ce matin? Comment les outils, vous pensez bien qu'on a essayé de construire la journée en essayant de mettre un petit peu de liant dans tout ça, comment les outils qui ont été travaillés ce matin, qui restent des outils encore une fois au service du jeu, comment les outils sont intéressants et sont fondamentaux pour justement la construction du point, la gestion du coup d'après en double? Vas-y, je vais. Ouais, armée précoce, donc très tôt, plutôt sur le joueur du filet, c'est ça que tu dis, pour anticiper le coup d'après et être prêt pour le coup d'après dans la vitesse, plutôt sur tout ce qui se passe mi-court filet, on est d'accord? On va le voir un petit peu, ça va pas être le gros focus de cet après-midi, mais on va le voir un petit peu quand on fera du travail sur le joueur au filet, donc forcément, avec la particularité de l'armée en double qui peut se faire au moment de la reprise d'appui. Ce matin, tout ce qu'on a vu avec Philippe chez les plus jeunes, c'est plutôt une reprise d'appui, une armée qui va se faire au moment du démarrage. On est plus sur du simple. Déjà, on construit les choses pour répondre encore une fois aux problématiques du jeu, à la vitesse accrue, à l'incertitude qui est créée par la paire en face. On est dans des situations où il est possible, je n'ai pas trop mis de photos là-dessus, mais où il est possible d'armer au moment de la reprise d'appui, c'est-à-dire c'est ce que vous avez vu ce matin, c'est un moment où on ne sait pas où va aller le volant. Et comme il y a une forte probabilité que le volant vienne dans une zone assez proche, le joueur il arme, en sachant que de toute façon il y a toujours son partenaire pour gérer la situation la position sur le terrain où le volant pourrait aller, que lui ne pourra pas jouer. Donc ça, ok pour l'armée. Autre chose par rapport à ce matin? Ok, donc ça on l'a pas trop vu encore ce matin, mais c'est vrai que l'orientation des appuis c'est fondamental. Et là vous voyez le lien entre les différentes thématiques des ETHN et du parcours. Vous voyez, je vous demande déjà de réagir sur deux choses, et en fait vous me dites encore deux autres choses, et c'est aussi en lien avec le coup d'après. Évidemment, la première chose, l'intérêt premier d'orienter ces appuis, c'est d'être forcément sur une couverture de terrain optimale et d'anticiper un peu ce qui va se passer, tout en ayant la possibilité de réagir si le volant ne va pas là où on pense qu'il peut aller. Donc c'est évidemment la même chose en double, de ne pas rester neutre dans ses appuis pour pouvoir, même si le terrain est plus petit, et ça on pourra le voir je pense avec eux, réagir plus facilement sur la largeur du terrain ou sur l'avant-arrière. Ok? Timing, pied frappe.
en quoi tout ça, ça peut être intéressant. Dans la construction du point. Timing de reprise d'appui. Pourquoi c'est intéressant dans la vitesse, en double homme, d'avoir une reprise d'appui dans le bon timing et surtout de faire une reprise d'appui, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en double. Tout bête, hein, c'est rien de gérer la vitesse et l'incertitude, encore une fois, mais dans une petite zone. En double, c'est inhérent au double, on a une plus petite zone à gérer, mais la vitesse est plus importante. Et souvent, on pense que la reprise d'appui, c'est pas si important que ça. Le principal, c'est d'aller vite. Mais justement, plus le terrain est restreint, plus ça devient, et plus la vitesse va être importante, plus ça va être important d'être sur ces fondamentaux-là. Et ça, c'est ce qu'on va voir le plus cet après-midi. Et on va voir aussi beaucoup ce que, en fait, certaines mises en place pédagogiques peuvent être néfastes pour ce genre de choses. Parce qu'encore une fois, en double, c'est beaucoup puissance-vitesse. Et si on se concentre sur uniquement puissance-vitesse, ben on oublie que le volant, il n'est pas toujours là où on pense qu'il peut aller. Donc là, tout ce qui est imprévisible, tout ce qui est incertitude, il faut savoir le gérer. Et en lien avec le pied frappe, et le pied frappe, pourquoi ça peut être, c'est fondamental aussi. Ouais. Et pourquoi en double c'est particulièrement important aussi. Ouais, contrôler les trajectoires. Et dans des situations particulièrement importantes en double, qui sont les situations de neutralité, voilà, voilà, on est bien placé là. C'est pour ça qu'on a voulu mettre le terrain comme ça. Je trouve que vous avez là, c'est important, c'est intéressant de voir tout le volume du terrain dans ce sens-là. Toute cette zone ici, là, voilà, légèrement sous le filet. Toute cette zone-là, ça monte un petit peu là. Le maintien d'attaque dans cette zone pour le joueur d'attaque qui est au fond du terrain. La zone où on ne peut pas gagner le point en une frappe. Et on est pratiquement sûr, à un certain niveau, que le volant va revenir. Donc forcément, là, le pied frappe va être aussi intéressant. Contrôle au filet, contrôle sur le mi-court. Donc on le verra. Et forcément, si on est toujours sur aller vite au volant, taper le plus fort possible, tout le temps être dans l'intensité, on oublie un peu ces éléments-là. Ok? Donc voilà, on a fait le tour. Hein. On a essayé d'être beaucoup sur ce qu'on a vu ce matin et de faire le lien. Ouais, une petite dernière précision de ma part pour présenter la séance. Comme ce matin, c'est pas une séance, c'est un enchaînement d'exercices, de situations. On a mis du multivolant, on a mis du volant continu, on a mis des situations comptées, des fois seul, des fois à deux. C'est juste pour brosser un maximum d'outils à notre disposition et pour montrer qu'avec chaque exercice, on peut travailler plusieurs objectifs et inversement. Voilà, donc on va mettre ça, on a scindé par zone sur le terrain, on va commencer par fond de cours, mi-cours, mais là-dedans, à chaque fois, il y a un maximum d'exercices différents. Il n'y a pas forcément une réelle continuité, mais on va essayer de mettre le focus sur les objectifs. Vous allez tout de suite comprendre que ce n'est pas une situation, c'est pas une séance, parce qu'on va les faire commencer. Toute blinde, attaque, fond de cours, mi-cours. Donc vu comment ils sont pas encore été assez bien, je pense qu'on commencerait plutôt par des choses un peu différentes sur un début de séance. C'est pas du tout une séance là, c'est juste des situations types sur lesquelles il faut faire jouer les variables pour s'adapter justement aux joueurs. Donc c'est parti, on commence la première partie, on fera une petite après une question-réponse. C'est sur tout ce qui passe sur le fond de cours mi-cours en attaque. Ok ? C'est parti. Ok, Fabien est le premier passé. Maintenant, je vais essayer de vous orienter un petit peu sur ce qui est important de regarder. Maintenant, essayez de regarder ce qui se passe sur les reprises d'appui, notamment le timing de reprise d'appui. Là, ce qui est important, c'est que Thomas, il fait travailler un enchaînement de 2 frappes. Ok ? 1, 2. 1, 2. C'est pas 1, 2, 3, 4. 1, 2.
C'est parti. Il me semble que vous pouvez taper un peu plus fort sur la première frappe parce que c'est un peu léger, mais vous pouvez y aller. Vous n'êtes pas encore peut-être pas assez chaud. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez. Ok, donc vous avez vu, hein, reprise d'appui. Thomas a fait évoluer son deuxième volant. Vous voyez que le premier volant, il est assez stable. Deuxième volant, beaucoup de variations. Et vous avez vu que Max, à un moment, il était pris. Et ça, est-ce qu'en match, ça peut arriver ça? Ce qui s'est passé tout à l'heure avec Max. Ça peut arriver en match? Que le volant il passe au-dessus et qu'on loupe le volant comme ça? À votre avis? Ce qui s'est passé tout à l'heure? Non. Ça peut pas arriver. Donc là encore une fois, est-ce que lui il est en situation de compétition? Non. Il était justement comme Thomas a fait fond de cours, mi-cours, fond de cours, mi-cours, fond de cours, mi-cours. À un moment il a fait 2 fois fond de cours, il a perdu point. C'est juste pas possible, pas admissible. Donc il faut toujours que les joueurs ils soient dans une situation où le volant il a que ça à gérer. C'est facile pour lui. Allez, go! Pareil, c'est pareil. Le deuxième volant, il est toujours aléatoire. Ouais, bah ouais, pas de problème. Vas-y. Donc là, on fait évoluer la situation avec 3 volants maintenant, 2 volants fixés qui peuvent varier. Simplement ensuite le troisième volant, savoir si on avance, si on recule, avec une incertitude créée par ce troisième volant. Vous voyez l'importance de la reprise d'appui. Encore une fois, son intention, Fabien, c'est d'aller très vite devant, ce qui est bien, mais toujours important de s'arrêter à la frappe. Et c'est la problématique du multivolant. Ok, c'est bon? Donc là, vous avez vu des enchaînements type en double. On fixe 1 ou 2 frappes et ensuite toujours un peu d'incertitude. Il aurait très bien pu, Thomas, mettre en place une situation où il n'y avait aucune incertitude et là, il se serait éclaté sur la vitesse, la puissance. Très bien, pourquoi pas? Mais attention de ne pas faire ça trop souvent, notamment avec eux qui aiment beaucoup aller vite et taper fort. Deuxième chose, vous avez vu que sur le deuxième exercice, il a fait beaucoup droite, gauche, et ensuite le troisième volant, il est en incertitude. Donc là, la reprise d'appui est essentielle. Après ça, on arrêtera. Thomas, et tu feras réagir. Ah, nickel, parfait. Ok, c'est bon. Ce que vient de faire Thomas, là, pour moi, c'est super important. Il a joué beaucoup de volants droite, gauche, avec une incertitude sur le troisième. Mais sur le 18e ou le 17e volant, il a fait un deuxième volant du même côté. Et là, c'est très important que les joueurs ils soient super alertes pour gérer tous les coups d'après. Ok, il y a 99% de chances que le volant il aille là, mais il y a 1% qu'il aille là. Donc l'intensité et l'importance du timing de reprise d'appui, elle est complètement différente. Physiquement, dans la tête. Et donc là, on se rapproche forcément de ce que je vous disais ce matin, de la préparation à la situation de compétition. Et pourtant, on est sur quelque chose d'assez fermé, en fait. Droite, gauche, mi-court. Droite, gauche, mi-court. Mais là, c'est pas du tout pareil pour lui. Il est forcément beaucoup plus en situation de préparer la compète. Sur le dernier passage de Mathieu, qu'est-ce que vous pensez de sa reprise d'appui, surtout quand il faisait fond de cours, mi-cours? Vous avez pu regarder? Regardez bien, surtout la reprise d'appui. Vous avez eu le temps de regarder?
On refait un passage? Allez, on refait un passage. Mathieu, à toi. Tu refais un passage, tu fais la même chose que ce que tu viens de faire. Non, pas toi. C'est toi. Et c'est pas parce que c'est forcément mauvais. Hein. À toi. Hein. Non, ouais, continue. Allez, top, Mathieu, commence. Ok, c'est bon? Dernier? Alors, 1, 2, suite il enchaîne, hein. C'est des situations de double très classiques où le joueur il est en situation de pouvoir avancer dans le terrain, on prend le mi-court. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on a vu ce matin, faire le lien un petit peu avec timing de reprise d'appui que vous avez vu ce matin? Allez, lancez-vous. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Et j'attends pas forcément une réponse. Une réponse. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Quel conseil vous pourriez lui donner pour être plus dans le sens du jeu et puis... Non? C'était mieux sur le deuxième passage, hein. Il a un peu mieux fait. Mais sur le premier passage, il était tellement concentré pour aller vite ici qu'il n'y avait pas de reprise d'appui. Donc il n'était pas du tout... Ah, tu devrais garder le micro. Il comptait avancer, on savait qu'il allait... Ouais, très bien, parfait, nickel. Bah parfait. Voilà. Je répète ce qu'il a dit. Il savait qu'il allait avancer, donc déjà qu'il était sur l'avant, et quand le volant partait en face, il restait dans une position un peu neutre, où forcément, si le volant passait au-dessus ou devant, il allait être assez en difficulté. Et même sur le premier passage, il ne faisait pas du tout de reprise d'appui. Donc il était vraiment sur « je vais vite, là, là ». Ce qui peut être bien, encore une fois, dans certaines situations, il faut aller vite pour terminer l'échange. Mais là, dans la situation où il est, quand on se match ici, on ne sait pas où va aller le volant. Hein. Vous avez vu les défenses qu'il y a là. Hein. Quand on est au fond du terrain en double, on ne sait pas du tout où la défense va arriver. Donc il faut être capable de gérer des volants qui sont en main basse ici, des volants faciles parce que le défenseur a loupé sa défense, des volants où il faut revenir en arrière parce qu'il est hors de question que ce soit le partenaire qui vienne là. Donc forcément, une reprise d'appui forte au moment de la frappe adverse. Et là, ça aurait dû être normalement facilitant pour lui parce que c'était un vrai joueur. Tout à l'heure avec Thomas, c'est la problématique du multivolant, c'est que c'est difficile. Les joueurs, pour le timing de reprise d'appui, il faut qu'ils oublient leur propre volant. Hein. Il faut qu'ils regardent la frappe de l'entraîneur. Donc c'est encore plus difficile. Allez, on enchaîne sur une situation un peu plus jouée, toujours sur la même thématique. Fond de cours, mi-cours, c'est parti. Et on se focalise, vous, votre observation sur la reprise d'appui, la capacité à couvrir le terrain. Non. Ouais. Encore une fois, hein,
regardez bien ce qui se passe au niveau de la reprise d'appui et un peu du pied frappe aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de volants à gérer sur le mi-court en main basse? C'est important de contrôler le volant. Là, par exemple, celui-là, ici aussi, pied frappe. Super important sur cette gestion du mi-court. Et en fait, quand on a l'intention de maintenir l'attaque, garder l'attaque, maintenir l'attaque. Ok. La petite variation qu'a amené Thomas, là, on travaille plutôt quoi comme situation? On change de discipline, allez, je vous aide, on change de discipline. On travaille plutôt quelle situation et quelle discipline? Le mixte. Le joueur seul, il a beaucoup plus de volants proches du filet à gérer, mais il faut qu'il gère aussi le fond de cours. Ok, c'est bon? Thomas, on s'arrête là? Ok, donc sur le même objectif de fond de cours, mi-cours, maintien d'attaque, sur des situations que vous connaissez tous, hein, ça c'est une situation type, c'est un peu des gammes en double, vraiment important de se concentrer sur des éléments forts comme le timing de reprise d'appui, l'équilibre du déplacement, tout ce qui va permettre d'enchaîner les frappes et de construire les frappes. Par contre, la difficulté pour eux, ça va être à quel moment, ok, je suis en situation de finir le point. Et on a vu par exemple Mathieu, il avait un peu plus de mal pour ça, il était bien en contrôle. Par contre, il avait des situations où il était bien placé. Et c'est tout ce jeu-là qui est intéressant après à mener. Donc surtout, dans ces configurations-là, utilisez beaucoup de matchs à thème. En fonction du rapport de force, on va en refaire ensemble. Hein. Si c'est la défense qui prend l'avantage dessus, bah c'est plutôt aux attaquants de marquer des points. On peut très bien changer après 5 points, 7 points, 11 points. L'objectif, c'est qu'en face, il le laisse le plus longtemps possible en attaque. Ou le contraire, c'est au défenseur de prendre l'attaque, de marquer des points. Et toujours avec cette volonté, ok, on a quand même le mi-court, fond de cours à gérer dans toute la largeur. Donc, quand on n'est pas bien placé, quand on est avec des défenseurs qui sont très bons, toujours avoir accès au coup d'après. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand Thomas il a demandé d'avancer légèrement les joueurs en défense et de gérer un peu plus là, ça se rapproche un petit peu plus du mixte. On est en situation plutôt de mixte tout simplement parce que le joueur va gérer des volants assez proches du filet ici avec sa partenaire devant, et si le volant va derrière, c'est de nouveau à lui. Et dans ces situations-là, c'est encore plus essentiel de bien gérer tout ce rythme de déplacement tout simplement parce que le terrain, il est immense. Le terrain du garçon en fond de cours, mi-cours, en double mixte, il est immense. C'est souvent pour ça que les particularités des joueurs sont des très bons joueurs de mixte, ne sont pas forcément des très bons joueurs de double homme. Ok, donc ça c'était beaucoup sur ce qui est mi-cours, fond de cours. Fait quoi? Ouais. Bon, juste, on va les faire. Donc juste sur cette partie-là, mi-cours, fond de cours. Vous voyez, on a parlé essentiellement de reprise d'appui, de timing. On aurait pu parler beaucoup des armées aussi. Hein. Beaucoup de choses sur l'armée, on aurait pu... Et donc forcément, on va construire la séance avec des focus différents, mais la situation, c'est pas si important. Il faut juste qu'il y ait de l'intensité, que ça ressemble à ce qui se passe en compétition, et que c'est pas la situation qui emmène au développement de ces éléments-là, c'est vraiment sur quel élément on va jouer, quelles contraintes on va mettre au joueur, et surtout sur quoi il va se concentrer. Hein, Thomas, c'est lui qui a voulu faire évoluer la situation avec plus de volants mi-cours gérés. Donc, une question là-bas. On va faire comme ça, on va faire chaque zone de terrain et puis derrière vous poserez des questions. Oui, bonjour, c'est juste une question sur une situation de jump. Ouais. Donc, il fait un smash. Il jump, et au fait, à quel moment la reprise, elle se fait si la défense, elle revient vite? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'au fait, ouais, il n'a pas encore eu quasiment le temps de toucher le sol. C'est le problème. Que le volant il est déjà revenu. Ouais. Et donc, à quel moment l'orientation, la reprise se fait? Alors, la reprise d'appui, c'est ce qu'on a vu ce matin, elle doit se faire toujours à la frappe de l'adversaire ou après. Légèrement après, l'allègement mieux. Donc le problème, c'est que là, on en vient plutôt à ce qu'on
au pied frappe. C'est-à-dire que plus vous allez être loin du filet, plus vous allez faire des jumps en étant en difficulté sur la réception du saut, plus ce sera difficile de gérer. Donc forcément, il faut gérer aussi l'investissement dans son saut en fonction de ce que l'adversaire peut faire. Comment ? Il y en a quasiment pas du coup. C'est-à-dire des sauts de reprise à la réception d'un saut. Il y en a toujours. Si, il faut qu'il en ait. Il saute et il faut toujours qu'il ait. Alors, le problème, c'est qu'elle est très rapide. C'est pour ça que c'est très intéressant de bosser en double, parce que la transition entre le changement de direction à la frappe, c'est-à-dire en saut ou en fente, et la reprise d'appui suivante, elle est beaucoup plus courte. Donc c'est complètement différent. En simple, même quand on se match, on a un petit peu plus de temps, parce qu'on va se matcher sur des zones un peu plus. Mais en double, le temps entre sa propre frappe et la reprise d'appui, elle est très courte. Donc c'est ça qu'il faut travailler. C'est la vitesse de replacement du premier pas. Si on saute ici, vite là, pour pouvoir reprendre l'appui tout de suite. Ces appuis tout de suite. Et c'est souvent, encore une fois, quand on n'a pas trop l'habitude, puis on veut s'investir énormément dans un saut, on jump, et comme tu l'as dit, c'est exactement ça. On jump, on est très puissant, on s'écrase à la réception, et le volant, il est déjà de son côté, quoi. Donc là, on ne peut pas. Mais c'est justement ça qu'il faut essayer de corriger, pour être dans la continuité du jeu. En fait, le problème, il est situé avant, c'est qu'on a estimé, si on a jumpé haut et qu'on a tapé au sommet du jump, c'est qu'on a estimé qu'on pouvait finir le point. Finir, ouais, le volant n'allait pas revenir. Et donc, si on estime, c'est là qu'il faut avoir la bonne jugeote, si on estime qu'on ne peut pas finir le point, on saute plus bas, ou alors on frappe plus près du sol. Comme ça, on peut tout de suite pousser vers l'avant et très vite refaire la reprise d'appui. Le problème vient d'avant. On ne peut pas jumper et taper au sommet du jump si le volant risque de revenir, ça c'est pas possible. Et en double, il y a énormément de moments où on est pratiquement sûr, enfin, on pense pouvoir gagner le point tout simplement parce qu'il y a son partenaire aussi qui peut jouer le coup d'après. En double, on peut se permettre, je dirais, des petits faux pas avec la reprise d'appui et le pied frappe, parce qu'il y a son partenaire qui est là. En simple, vous verrez rarement un joueur au fond du terrain faire un jump maximum, sauter, se matcher, et puis après aller gérer le volant ici, ça n'arrivera jamais. Par contre, oui, s'ils sont mi-court, oui. Donc en double, il y a quand même plus de situations comme ça, parce qu'on se le permet, mais il faut que les joueurs ils construisent aussi un déplacement, une mobilité qui soit adaptée à la couverture du terrain. La couverture du terrain en double, elle est essentielle aussi. Et en mixte, encore plus. Ça veut dire que si on décide de sauter très haut, de taper très fort quand on est en fond de course, c'est qu'on va essayer de produire une trajectoire qui va éviter un volant qui repart au fond. On va essayer de taper très fort à plat pour mettre le partenaire dans le jeu, par exemple. En simple, c'est pareil, on peut se permettre de sauter plus haut si on arrive à passer bien derrière le volant et qu'on est sûr de pouvoir sauter vers l'avant et enchaîner tout de suite. Voilà. Il faut faire attention à ce qui vient avant, ce qui vient après. C'est tout l'intérêt de cet exercice, par exemple. Voilà. Après, à aménager en fonction des joueurs, l'attaque-défense, du rapport de force. Donc ok, on passe sur la suite. Toujours en attaque, on est plutôt sur la gestion mi-court filet, en situation offensive. Donc on a plutôt son partenaire qui est au fond, qui construit par le fond. Et qu'est-ce qui se passe sur le filet ? Donc là, Thomas, est-ce qu'il met de l'incertitude pour l'instant ? Pour l'instant, on est sur la vitesse d'enchaînement. Alors, regardez ce qui se passe. Allez, je vais vous rajouter une petite chose à regarder là, parce que c'est quand même important par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Sur l'armée aussi. Regardez ce qui se passe au niveau de la reprise d'appui, timing et armée. Faut que le premier soit... Là, on est en situation de maintien d'attaque, sans être certain que le volant va revenir. Reprise d'appui, armée, pensez à ça.
Alors, ça s'arrête là pour l'instant. Alors, allez, un petit retour de votre part sur l'importance du reprise d'appui. Est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il n'y en a pas? Qu'est-ce qui est le plus important, l'armée? Allez, à vous, allez-y. Pas de main qui se lève là. On travaille sur le filet, hein. Enchaînement des frappes au filet. Là, Thomas a rajouté de l'incertitude sur le deuxième volant. Et regardez ce qui se passe au niveau des reprises d'appui. Ok, alors, à vous. Importance de la reprise d'appui. Vas-y. À toi. Ouais. Ouais. Reprise d'appui orientée, c'est ça? Sont orientés vers l'arrière sur le premier. Ouais. Alors pourquoi les joueurs là? Question intéressante. Pourquoi les joueurs ils sont très orientés comme ça? Est-ce que, à votre avis, c'est une situation qui est vraiment très réaliste par rapport à ce qui se fait? Alors, pourquoi les joueurs ils sont comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils se mettent dans cette situation-là? Ouais, ça c'est sûr. Il n'y a pas de volant descendant. Il n'y a aucune gestion de la latéralité. D'accord? Plus vous voulez être fort pour aller devant ou derrière, vous vous mettez dans une situation comme ça. Simplement en double, il n'y a jamais de moment où on est comme ça. La plupart du temps, le volant, il peut venir fort là, à droite ou à gauche. Donc Thomas, au début, comme on a construit, hein, c'est un peu ce qu'on avait prévu, on a construit un exercice pour les renforcer dans une zone très particulière, c'est-à-dire dans la même ligne, un volant fort, un volant court, un volant fort, un volant court, dans la même ligne en plus. Rien de pire. Ça n'arrive jamais en double, ça. Ok, le volant, on sait qu'il va passer dans une zone proche de soi, mais il peut être là, il peut être là, il peut être là, il peut être là. Donc jamais comme ça, au filet. Donc légèrement décalé dans cette position. Donc là, si Thomas faisait un volant légèrement à gauche, il ne touchait pas le volant. Mais c'est notre situation à nous qui a fait qu'ils sont allés là-dessus. Ils ont répondu à ce qu'on leur demande. Très peu d'incertitude sur la latéralité, bah je me mets comme ça, hein. Et ils sont intelligents de faire ça. Tout à fait, il n'y a aucun problème. Et c'est peut-être la différence aussi qu'il peut y avoir avec des joueurs d'un niveau au-dessus. Si à l'INSEP ils font ce genre de situation, bah peut-être que les joueurs ils vont tout de suite se mettre dans l'idée que ah ouais ok mais le volant il peut venir là, donc je vais me mettre plutôt dans une situation neutre, ici, avec des appuis pas si orientés. Donc ça c'est la première chose. Et puis au niveau de la reprise du timing de reprise d'appui, c'est pareil. Au début vous avez vu qu'ils n'étaient pas très exigeants sur cette reprise d'appui au moment de la deuxième frappe de Thomas. Parce qu'ils savaient que le volant il allait être devant. Et encore, si on avait fait ça ce matin avec des petits jeunes, c'était ça et à la fin il courait devant. Là on voit qu'il y a une petite reprise d'appui quand même. Et dernière chose, ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'armée, qu'est-ce que vous en pensez des armées? Est-ce qu'ils sont prêts à gérer des volants forts? Regardez le premier volant de Tom. Vas-y, vas-y. Là, t'es scruté, là. Ok, c'est bon. Le volant de Tom, le premier volant, il va où? Le volant que Tom a joué, il va où? Moi, je suis en défense. Il arrive où? Dans ma zone, dans une zone plutôt favorable. Donc moi, mon coup fort, ce serait quoi? Retaper. Hein? Et donc, il faut que lui, encore une fois, gestion du coup d'après, il soit fort sur le coup fort. Dans la préparation et dans la gestion du coup. Là, il n'est pas fort sur le coup fort.
il est fort sur le coup proche du filet, ce qui n'est pas forcément le coup fort de l'adversaire. Si par contre, son premier coup, il l'avait posé ou il avait vraiment piqué le jeu, là, pas de problème, on peut avancer. Mais là, chaque fois qu'il faisait une première phase, c'était toujours un volant assez loin. Et plus on monte en niveau, là, vous êtes sûr que le volant va revenir. Ça, c'est certain. Donc l'objectif, c'est de se préparer au coup fort. Donc armé au moment de la reprise d'appui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, je ne sais plus qui m'en parlait. C'est peut-être un petit peu ce qui leur manque là, pour être plus, encore une fois, dans le coup d'après. Mais plus on va construire des situations assez fermées, en voulant jouer sur la vitesse, moins ils vont pouvoir travailler ça. Ok? Allez, on poursuit. Donc là, toujours une situation pour travailler le maintien d'attaque au filet. Apparemment, Maxime ne peut pas trop attaquer pour l'instant, il est plutôt sur le contrôle et le maintien d'attaque. Et encore une fois, voilà, très bien, parfait. Il doit adapter son replacement et sa reprise d'appui et son armée en fonction du coup qu'il a fait, de ce qu'on adversaire peut faire. Et là, tout ce qu'on a fait ce matin avec ces petits jeunes, la balle de tennis, la synchronisation de la pose du pied, tout ça, elle a un sens là. Parce que le contrôle des trajectoires, là, ce que vient de faire Mathieu, ici, le contrôle des trajectoires, ça vient de cette motricité qu'ils auront construit quand ils seront plus jeunes. Pareil, hein, ça c'est des gammes en double qu'on fait beaucoup. Alors là par contre ça peut être en double mixte aussi pour la joueuse, garçon en double homme. Là ce qui peut manquer un peu c'est de finir l'échange vers l'avant, hein, c'est ce qui va venir tout de suite après. Et plus on se rapproche, plus les armées précoces vont être importants. Donc là bien, là on voit qu'il est plutôt pas mal armé. Ok. Donc maintenant la contrainte a évolué un petit peu, la consigne a un peu évolué, les joueurs en défense ils peuvent taper. Donc là forcément, le joueur en face il doit s'adapter, à lui de voir comment il peut s'adapter. Armé, reprise d'appui encore, on revient aux fondamentaux. Et là, stop, arrête-toi, hop, Max, tu t'arrêtes, tu bouges plus. Voilà, remets-toi comme tu étais. Tu te rappelles plus, c'est pas grave. Là, regardez juste, il va refaire une séquence. Là, vous allez voir qu'il ne sera jamais comme ça en reprise d'appui. Allez, je me mets là à cette place pour que vous voyez mieux. Comme ça en reprise d'appui. Parce que là, il sait très bien que les volants, ils peuvent venir partout. Donc lui, en situation de jeu, intelligemment, il se place dans une situation plutôt pour partir à droite, à gauche, aussi devant, et bien sûr devant, en double. Si le volant est court, il faut pouvoir l'attaquer, pas qu'à droite-gauche. Mais la situation qu'on a mis en place tout à l'heure, elle est complètement à l'opposé de ce qu'on vient de vivre, ce qu'on vit là. Où il y avait une zone d'intervention de 50 cm en largeur. Ce qui arrive quand même assez peu souvent. Donc regardez, on va refaire la même. Maxime, c'est parti, tu fais la même chose. Regardez ses appuis. Regardez sa reprise d'appui. Maintenant, c'est même presque en défense là. Orientation de sa reprise d'appui. La jambe raquette légèrement devant ou légèrement derrière. Ils sont gentils, hein, ils pourraient taper un peu plus en défense. Voilà, là c'est bon, ok. Super, parfait, super. Donc là, Maxime, au niveau de la reprise d'appui et des appuis du pied frappe, il est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de travailler avec lui un peu plus? L'armée, hein, voilà, vous êtes tous l'armée, parce que c'est vrai qu'il a tendance, comme il sait que les volants viennent pas, hein, il est pas prêt au coup fort de l'adversaire. Donc c'est pour ça, il faut aussi que de leur côté, là, ils mettent la pression pour que ça se rapproche un petit peu plus de ce qu'il y a en match là. Pareil, hein, pour Mathieu, il est pas prêt.
Pareil, vous voyez ces appuis plutôt neutres. Légèrement orientés, mais pas du tout comme tout à l'heure, quand il avait une zone d'intervention très limitée. Ouais. Ok, donc pareil, on va s'arrêter là pour ça. Pareil, tout ce genre d'exercice, le faire en match, en situation jouée, s'adapter beaucoup au rapport de force. Là, il était gentil. Mathieu, je pense qu'à un moment, il peut aussi aller sur la rupture d'échange. Alors forcément, il faut accepter qu'il n'y ait pas beaucoup d'échanges. Ça aussi, des fois, on a un peu de mal. On aime bien que les joueurs ils frappent beaucoup de volants. Mais sur du mi-court filet en double, il faut accepter que c'est le but quand même, c'est de finir l'échange assez rapidement. Il y a de la gestion du coup d'après, mais il devrait y en avoir quand même beaucoup moins que sur le fond de court, mi-court, dans la réalité du jeu. Donc il faut aussi accepter, dans nos mises en place à l'entraînement, que ce soit le cas. Ok, donc là on était vraiment sur le contrôle, et puis progressivement aller sur des petits matchs, des situations jouées, où il y a beaucoup plus d'intensité, surtout pour terminer l'échange. Ouais. Donc on avance un peu avec... Ok, on a voulu aussi mettre un petit focus sur une chose importante, et peut-être qu'on n'a pas trop l'habitude de le travailler, enfin un petit peu moins, la reprise d'appui en situation de défense en double, qui est aussi très importante. On est beaucoup focalisé sur la raquette, le fait d'aller vite, la maniabilité c'est très bien, mais la reprise d'appui pour réagir vite au volant est super importante. Et surtout être très mobile et être en capacité encore une fois, à couvrir le terrain s'il y a un amorti, un dégagement. Donc là, le petit shadow vers l'avant, c'est juste pour se mettre un petit peu dans une situation de mobilité. C'est juste un éducatif que Thomas met en place pour obliger les joueurs à être dans la mobilité et justement être dans le bon timing par rapport à ce qu'on a vu ce matin, qu'il n'y a pas trop d'immobilité, on attend le volant, qu'ils essaient toujours de se caler après le replacement sur le volant qui vient au fond. Alors ils sont plutôt pas mal là-dessus. Si on descend un peu en niveau ou pas avec d'autres joueurs, la reprise, certains joueurs ont beaucoup de mal à réaliser une reprise d'appui, un allègement et une poussée à la défense en défense en double. Des joueurs qui ne font rien. On a fait un petit peu avec eux. Et la défense, c'est vraiment un domaine sur lequel il faut qu'on avance et qu'on progresse chez les jeunes joueurs pour qu'ils soient en capacité d'arriver sur le monde senior avec des qualités vraiment, et surtout prendre confiance dans la défense. C'est essentiel. Donc là, c'est pas facile parce qu'encore une fois, c'est un peu du multivolant joué, il y a un shadow. Et plus on va aller vers des situations qui se rapprochent du jeu, plus ce sera facile. La reprise d'appui en double, en défense, elle est importante pourquoi ? Il y a peu de déplacements. Pas trop de changement de direction, un petit peu, assez peu de déplacements. Pourquoi c'est aussi important ? Ouais, pour mettre sa propre intensité dans et pas subir. S'il n'y a pas de reprise d'appui, souvent on subit. Et puis, il y a des changements de direction quand il faut aller vite sur un amorti, c'est important. Et puis la mobilité, tout à fait, ici, l'aisance. Et ça, c'est très difficile. On a fait avec les plus jeunes sur des stages des cadets, il y a beaucoup de joueurs qui ne font pas de reprise d'appui, ou très peu en défense de double. On voit que Fabien, regardez. Là, c'est bon. Donc là, forcément, avec un volant joué par
par le même joueur, c'est plus facile de se caler sur le timing de replacement. Il va adapter son replacement, la vitesse de son replacement à sa propre trajectoire et ce que peut faire l'adversaire. L'objectif, comme l'a dit ce matin Philippe, c'est de surtout pas être dans une situation d'immobilité, comme il y a très peu de déplacement, de ne pas attendre le volant pendant 1 seconde, 2 secondes dans ces situations-là. Toujours être légèrement en mouvement. Deux contre 1 avec 2 joueurs en défense. Ce qui est important ici, c'est qu'on va jouer sur l'engagement dans le coup d'après du joueur sans volant. C'est la particularité du double. On l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est important. C'est-à-dire le coup d'après, on doit le gérer, même si on ne frappe pas le volant. Donc là, c'est le cas pour Tom, qui devra gérer le coup d'après en fonction de ce que son partenaire a fait. C'est valable en attaque et en défense, évidemment. Donc se placer, orienter ses appuis, gérer le rythme des déplacements en fonction de ce que son partenaire a fait. On peut très bien gérer 5-6 fois le coup d'après sans jamais frapper un volant. Donc ça, dans le parcours, on l'a plutôt mis à partir de 13-14 ans. Commencer à travailler vraiment sur la gestion du coup d'après par le joueur sans volant. Là, il doit être dynamique sur ses appuis et c'est d'autant plus difficile pour Tom. Parce que c'est pas lui qui a frappé le volant et c'est pas lui qui était dynamique, donc il doit tout le temps être en mouvement. Ok pour la défense? Allez, on s'arrête là pour. C'est juste pour vraiment vous dire que c'est important aussi de le travailler et que c'est des choses qu'on peut. Qui est vraiment cet allègement, cette poussée, même sur des situations où il y a très peu de déplacement. Forcément. Et ça, pour ceux qui regardent les matchs cet après-midi, regardez les doubles. L'intensité des reprises d'appui en double homme, double dame. Et pourtant, il n'y a pas de mouvement. Il y a très peu de changement de direction. Est-ce que vous avez des questions sur toute cette partie, je dirais, mi-court filet et puis aussi défense en double? Spécialisation des jeunes joueurs? Bon, c'est une question un peu globale. Ouais. Ouais, on conseille que les joueurs fassent un maximum de disciplines et toutes les disciplines jusqu'à 15, 16, 17 ans en fonction du joueur. Et qu'après, ils commencent à se spécialiser sans vraiment abandonner toutes les autres. Voilà, c'est toujours important pour ces joueurs-là de faire un petit peu de simple. Par contre, et c'est surtout très important jusqu'à 15-16 ans qu'ils aient fait du simple. Voilà, on va plutôt là-dessus. C'est pour ça qu'on vous a proposé une séance de situation de double, moi qui me convenait aussi bien, parce que c'est pas souvent ce qu'on voit avec ces joueurs-là, parce qu'ils sont plutôt dans le pôle France relève qui est plutôt orienté double, mais Thomas il leur prépare aussi beaucoup de séances de simple. Beaucoup. Un peu, pas beaucoup. Un peu de séances de simple. Ouais. J'ai une question sur la reprise d'appui. Là on voit que c'est une reprise d'appui plutôt simple, il n'y en a qu'une seule. Sur d'autres joueurs de l'équipe de France, par exemple Audrey Fontaine, il y a une multitude, un piétinement qui se crée. Ouais. Est-ce que c'est travaillé? Est-ce que c'est une recherche d'hyperactivité ça, par on va peut-être plutôt demander je ne peux pas dire si c'est travaillé, ça c'est sûr. C'est peut-être plutôt. À partir de quel âge on peut la travailler? Quel est l'intérêt? Ou est-ce qu'il faut tout simplement un sportif de haut niveau pour avoir l'utilité de la travailler? Alors, le fait de faire une reprise d'appui avec un mouvement avant, parce que ouais, je comprenne bien. On a presque l'impression que c'est un piétinement ou c'est une multitude de reprises d'appui. Mais pas en défense. Si, ça peut aussi en défense. Ça peut se faire en défense. Ouais. Bon, des fois, moi ça me paraît difficile en défense de ne pas avoir les deux appuis
même moment, au sol, pour partir. Par contre, en attaque, ça arrive souvent quand on est surtout en simple, quand on est en situation où on est plutôt sur du fond de cours filet ou du filet fond de cours. Il peut y avoir un moment où, hop, tu vois, il y a une... Non, vraiment un aspect sur place. Ouais. Où c'est un rebondissement très court, très bref. Alors c'est peut-être avant pour se dynamiser, pour qu'elle puisse partir. Ça c'est possible, c'est peut-être un prérequis, une petite prédisposition pour elle, pour se dynamiser. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Moi j'irais plutôt sur, encore une fois, c'est Philippe l'a beaucoup dit ce matin, c'est beaucoup de relâchement. Il faut beaucoup de relâchement pour pouvoir être explosif et être dynamique au niveau des pieds. Donc être toujours en train de bouger avant, ça peut être déstabilisant. Maintenant, si ça lui permet d'être bien et surtout de gérer l'incertitude, très bien. Mais je ne sais pas si c'est travaillé. La question, alors juste pour les joueurs par exemple de club, enfin, il y en a qui le font, etc., un peu plus dans la vieille école, eux ils le font pas, ils sont dans un aspect de relève. Par contre les seniors le font. Alors sur quel parce que je pense que après c'est une prédisposition que chacun, je pense pas que tous les seniors le fassent, tu vois. Tous les seniors que tu vas voir là, on peut regarder en défense par exemple. Il y a des seniors qui sont, par exemple, tu regardes, hier j'ai vu jouer Kolding Conrad. Oui, non. Conrad, s'il y a bien un qui fait une reprise d'appui bien solide sur ces deux appuis. Toi, donc je pense que c'est une prédisposition. Et encore une fois, l'objectif c'est d'être au sol, de vraiment être arrêté quand le volant est frappé, avoir une dynamique des appuis qui va permettre de gérer l'incertitude. Après, ça peut être, peut-être quelqu'un a besoin de passer sur la jambe gauche, la jambe droite et après de partir. D'autres, c'est plutôt en étant bas, très bas sur les jambes. C'est pareil, ça, dans le parcours du jeune joueur, on n'a pas trop de préconisations là-dessus. Je pense que certains joueurs sont très forts en cuisse, en fessier, donc sont capables de descendre très bas et sont plutôt sur le type de joueurs comme Conrad, Kolding, qui ont cette capacité à descendre. C'est peut-être, moi je les connais pas, c'est peut-être Tom, il a l'air d'être un peu comme ça. Et puis d'autres qui sont plus sur des dynamiques un petit peu plus sur le pied, juste de pliométrie, je dirais. Ils vont peut-être être plus en déséquilibre. Mais le principal, c'est de la marquer. Après, ce serait intéressant que, à la limite, que tu t'en discutes après avec les entraîneurs de l'INSEP s'ils le travaillent un peu avec ça. C'est bon. D'autres questions sur la défense ? Ce qu'on a vu avant aussi, un petit peu. Allez. Vous êtes nombreux, on pensait qu'on allait avoir plein de questions. Qu'il fallait pas trop vous faire réagir. Il y a moins de questions quand on est à 20 dans une salle de cours. Non ? Toujours pas ? Bon. On y va alors ? Ouais. Ouais. Alors, je vous laisse regarder cette situation et puis quels seraient les focus, les points importants. Pensez à regarder les deux côtés. Je vous aide. Merci. Ok. Allez, je vous fais réagir un petit peu. Du côté du défenseur, là, qu'est-ce qui est intéressant à regarder ?
Reprise d'appui, pareil, comme tout à l'heure, timing de reprise de replacement, quand il y a des amortis. L'armée, alors l'armée en défense, c'est tout ce qui se passe entre les frappes. Capacité à Thomas à être bien placé avec une main relâchée, et puis est en capacité à réagir vite. Donc évidemment, s'il a la raquette avec le coude qui n'est pas trop dégagé, la raquette qui est dans les chaussettes, c'est un peu plus compliqué. La position qu'il a ici, prêt à intervenir sur le coup fort encore une fois de l'adversaire. Donc situation, on se place en situation de match. Il joue contre Mathieu. Mathieu, il a un match particulier qu'il connaît sûrement très bien. Lui, dans sa position, il doit adapter sa position à Mathieu. Donc l'intérêt de varier beaucoup les partenaires d'entraînement. On est d'accord. Et de leur côté, là, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est intéressant dans cette situation? Parce que ce qui est important à comprendre, c'est qu'eux, ils travaillent aussi. Hein. C'est pas un travail pour travailler la défense. Voilà. Gestion du coup d'après sans volant. Forcément, ils ont encore moins de volants que tout à l'heure. Ils sont 3. Ils ont encore un terrain beaucoup plus petit à gérer. Donc forcément, la concentration et l'intensité dans la situation est fondamentale. Là, encore une fois, vous faites ça avec des joueurs pas très expérimentés et sur lesquels on n'insiste pas sur ces éléments-là. Ils savent qu'ils vont frapper un volant sur 3, pas beaucoup de déplacements. On va pas trop s'investir, hein. C'est pas trop l'intérêt. L'objectif, c'est que lui travaille, quoi, en fait. Ça, c'est important qu'on essaie aussi de transformer ça et que les 4 joueurs ils soient en situation de bosser. Rien de nouveau dans la situation. Hein. Ok, allez, à main levée. Qui connaissait cette situation? À main levée. Qui ne connaissait pas cette situation? Il y en a quand même assez peu. Bon, vous voyez, c'est pas ça qui... Le plus important, c'est de... Je pense qu'aujourd'hui encore, on l'a déjà dit souvent, vous n'allez pas apprendre des situations miracles. L'objectif, c'est de bien comprendre sur quel point se concentrer et surtout, qu'est-ce qu'une situation peut amener dans la gestion aussi des différentes variables qu'on peut y amener. Là, dans une situation comme ça, on peut obliger le défenseur à jouer dans une certaine zone. On peut obliger les joueurs en attaque à changer de direction à chaque fois, de faire jouer coup droit revers. On peut mettre un petit peu de dégagement si on est sur du double dame. On peut mettre de l'amorti. Toujours pour qu'il y ait une adaptation du joueur et qu'on se rapproche beaucoup de ce qui se fait en match. Sans oublier les outils, les fondamentaux qui vont permettre de répondre à la contrainte. Mais si on met des contraintes qui sont contre-productives par rapport aux fondamentaux, bah forcément, si on en met beaucoup et souvent, on n'ira pas forcément sur leur développement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le multivolant au filet. Donc là, ce qui était très important, c'est que les 3 joueurs, et notamment le joueur du fond qui est sur le croisé, soient tout le temps en mouvement pour la couverture du terrain, en 3 contre 1. Souvent, le joueur qui est au fond, en croisé, il n'a pas trop de choses. Donc il faut toujours qu'il puisse bouger. Là, on repart sur une autre situation maintenant d'attaque-défense. Pareil, très classique, où c'est toujours les mêmes, qui lèvent le volant. Et on met en place tout ce qu'on a vu avant. Alors ils sont très appliqués, je trouve. Hein. Ils ne sont pas trop dans l'intensité et tout. Je pense que c'est le fait que vous soyez là. Ils veulent tout bien faire et puis en fait je trouve qu'ils sont pas super proches de la situation de compétition en termes d'intensité là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'ils sont capables d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus puissants, d'être beaucoup plus tranchants. Voilà. Là c'est bon. Et là il faut qu'ils bougent là. C'est dommage qu'on attende 1 heure avant que tu fasses ça, hein. Mais bon, on va dire que c'est parce qu'il y a du monde. Parce qu'ils sont capables d'aller beaucoup plus vite, de taper beaucoup plus fort, mais faut
Et justement, l'intérêt, c'est de développer toute cette vitesse, cette intensité, cette puissance en double qui est indispensable, tout en gardant ce qu'on a vu dans toute la séance. Et c'est ça qui est compliqué. Si ils sont sur la couverture du terrain, le maintien du coup d'après en jouant à 50%, pas d'intérêt non plus. Donc là, on est plutôt sur la combativité, le fait de mettre de l'intensité. Mais je vous rassure, si vous mettez des situations comme ça jouées, avec des points à gagner, avec eux, ça marche bien. Maintenant, progressivement, quand ils vont monter, s'ils veulent aller encore sur le plus haut niveau, ils doivent être capables de se mettre dans une intensité, une situation de match, même sans avoir des points à gagner. Ok? Match? Donc, allez, petite question, on va voir si vous êtes plus... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour varier les contraintes, là? Varier un petit peu, varier les choses pour que les joueurs soient un peu plus sur certains éléments. Donc là, on a vu la contrainte, c'est service long. Toujours de la même équipe. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Vas-y, hein, c'est pas... Là, à mon avis, vous en connaissez des centaines. Hein. Les préfaux DE, DE, DES. Allez, une contrainte. Une variable. Mathieu, je sens que tu veux dire quelque chose. Vas-y. Une zone en moins pour qui? Alors, une zone en moins, attends, vas-y. Creuse. Dire, eux, ils peuvent... Alors, en défense, ils peuvent pas jouer dans une zone? Ok. Donc, Mathieu me dit, par exemple, on pourrait faire en défense, on va essayer, vous ne pouvez pas jouer dans une zone. C'est une variable de Mathieu Perrin qui est là. Ok, on va voir, essayer de réfléchir à comment ils doivent s'adapter à cette contrainte-là. Est-ce que ça leur permet de bosser? Et est-ce que c'est adapté aussi au rapport de force du terrain? Là, vous n'avez pas le droit de jouer dans cette zone. Zone courte. Ici. Toi, t'as pas le droit de jouer là. Ok? Donc toi, t'as jamais ce terrain-là à couvrir. Ok? Voilà. Non, ils peuvent jouer là-bas. On enlève une zone. Allez, c'est parti. Fabien, t'as pas de zone croisée, hein. Adapte-toi à la situation. Tu joues contre quelqu'un qui ne sait pas bloquer droit. Ok? Il jouera jamais là, il ne sait pas le faire. Donc, allez. Oui, c'est difficile parce que même au filet, il reste quand même au centre. Et pourtant, le demi-terrain, il devrait se placer sur le demi-terrain. C'est exactement comme dans une situation de match, ce que je lui ai dit, où il y a un joueur en face qui ne sait pas, par exemple, défendre croisé, ou bloquer droit, ou alors ils doivent prendre le côté, maintenir une tactique, vraiment la prendre fortement. C'est toutes des situations qui peuvent permettre de le faire. Et bien sûr, ça fait bosser les défenseurs sur des variations et puis une contrainte. Là, je pense que c'est difficile pour les défenseurs. Hein. Voilà. Très bien, merci Mathieu. Ça les perturbe un peu, ils ne connaissaient pas, hein, tu vois, ils ne connaissaient pas. Ok, c'est bon? Donc voilà, ça on se rapproche beaucoup de ce qui se passe en match. Varier beaucoup les mises en place pour pouvoir justement travailler plus ou moins certaines choses. Et qu'ils puissent, là sans vraiment leur dire, qu'ils puissent s'adapter. Là je leur ai pas dit, mais ils ont eu beaucoup de mal de prendre vraiment les options sur le droit. Qu'est-ce que ça permet de travailler aussi ça? C'est, ok, je sais que mon adversaire il peut pas bloquer droit ou bloquer croisé. Où est-ce que j'attaque pour le mettre dans une grosse difficulté? Il y a forcément des zones sur le terrain où en défense, pour éviter la défense droite, je vais aller jouer.
ou alors où la défense droite est pratiquement obligatoire. Et donc si on n'a pas le droit d'y jouer, ça va me mettre en difficulté. C'est aussi de deux côtés, il y a une réflexion qui doit s'engager. Donc voilà, on va terminer là-dessus sur tout ce qui est attaque, défense. Et on est resté très proche, pour moi c'est très proche de ce qu'on a vu ce matin. Il y a vraiment des liens à faire très intéressants. On a un petit peu de temps encore, parce qu'on veut tenir jusqu'à 15h30. Et on va juste faire un focus particulier sur le service retour. Encore une fois, avec des éléments très simples. Et puis pour revenir un petit peu sur ce qu'on a vu, la reprise d'appui, l'armée, ces éléments-là. Service retour, vraiment essentiel en double, ça vous le savez. Et pour ceux qui ont vu les matchs déjà depuis mardi, dans une salle comme celle-là, qui me paraît, moi j'ai pas joué, mais d'après ce qu'on voit et ce que les joueurs disent, qui est très rapide, les services retour sont essentiels. Si vous regardez les matchs même de Julien Maillot, Kersodi, même, ils ont beaucoup fait d'efforts sur les premiers coups pour prendre l'avantage. Et les niveaux ont tendance à se niveler. Hier, les Danois ont perdu contre des jeunes Indiens qui sont très forts. Mais je pense que le fait que la salle soit très rapide les a un peu aidés. C'est-à-dire que là, dès que les Danois levaient le volant, il y avait une grande chance de pouvoir gagner l'échange, ce qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup de salles. Donc tout se joue sur le premier coup, dans beaucoup de pression. Gestion des émotions et des services retour. Donc là, on a voulu vraiment évoquer ça parce que c'est des situations qui sont difficiles à travailler, justement en se mettant dans la tête qu'on est en situation de jeu réelle, en situation de compétition. Donc là, on préconise vraiment de le faire, ce genre d'exercice, très souvent, mais sur des petites durées. Un peu souvent, mais toujours avec une super intensité. Si vous faites 1 heure de service retour au fond de la salle, sans que personne, voilà, en étant un peu nonchalant, ça n'a aucun sens. Donc là, les situations que vous connaissez peut-être, c'est toujours les serveurs à deux qui jouent. Service retour, Max, il est toujours en retour de service et il doit enchaîner sur le quatrième coup. On peut même faire des matchs comme ça, hein. Sans lever le volant, bien sûr. Hein. Interdiction de lever le volant. Donc là, il a une particularité, c'est qu'il est obligé de gérer toute la largeur du terrain, ce qui n'est pas forcément le cas quand ils sont à deux, mais ça fait partie de la contrainte. Pareil, il joue loin du filet, il doit être prêt sur un coup fort, ce qui n'était pas forcément le cas de Fabien. Là, c'est bon, parfait. Après, il y a aussi c'est pas ce travail-là, mais il y a tout le travail aussi, que le coup d'après, notamment après le retour de service, peut être géré par le partenaire. Vous allez avoir beaucoup de paires qui se jettent, et justement qui ne gèrent pas du tout le pied frappe, qui se foutent complètement de ça, en considérant que c'est le partenaire qui va gérer le quatrième coup. Très bien, ça dépend en fait du rapport, il faut travailler les deux. Et d'autres paires qui vont beaucoup travailler sur le pied frappe en retour de service pour être prêts sur le quatrième, ça peut arriver aussi. Regardez Bo Mogensen, par exemple, Mogensen il a tendance à beaucoup aller vers l'avant et laisser le quatrième coup pour Bo, et Bo il va faire plus de volants en contrôle avec des feintes, il est gaucher je crois, non, je sais plus. Des feintes et après de l'enchaînement sur le quatrième. Mais ça, il faut le travailler encore une fois à l'entraînement. Si on travaille à l'entraînement uniquement sur des retours le plus tôt possible en sautant, les joueurs ne feront plus que ça. Et s'ils font des retours uniquement en contrôle, c'est pareil, il faut travailler un peu les deux. Donc cet exercice-là, c'est plus pour travailler retour, quatrième coup. Donc on s'organise différemment. Ça doit répondre à des enjeux tactiques et stratégiques dans le jeu. Là, c'est bon, ok. Donc j'ai un petit match sans lever le volant sur les premiers coups. 2 coups à retour pour marquer le point.
Donc très difficile pour les joueurs de rester intenses, concentrés, en se mettant en situation de compétition sur ce genre d'exercice. Mais indispensable à travailler. Et trouver des contraintes qui vont aller vers cette gestion des émotions et cette gestion aussi de la concentration sur ses premiers coups. Là, pied frappe, et après il enchaîne plus facilement sur les quatrièmes. Pareil, quand vous faites ça avec des plus jeunes, mettez toujours une petite incertitude sur la service long, parce que vous allez vous retrouver avec des joueurs qui déjà se mettent jamais dans la position où ils sont. Ils vont se mettre comme ça, complètement désintéressés par ce qui se passe au fond. Juste un petit service long. Un service long, il ne touche pas le volant, c'est juste impossible. Parce qu'en match, ça n'arrivera jamais, ou très peu. Donc on fait 10 services, possibilité de faire un service long. On fait un match en 11 points, possibilité de faire 2 services longs. Ou pas, on peut très bien ne jamais en faire. Mais au moins, dans la concentration du joueur, c'est plus du tout la même chose. Plutôt que de dire, ok, que service court, on y va, service court, service court. Très bien, peut-être qu'à très haut niveau, ça marche très bien. Ça, les joueurs, ils arrivent, si on fait un service long, ils vont quand même être là. Mais encore une fois, plus on descend en catégorie, plus il faut être aussi s'adapter à ce qui se passe. Alors évidemment, ça permet aussi beaucoup de travailler les premiers coups en paire, avec les joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble, pour mettre des situations de jeu, des situations préférentielles à l'entraînement. Voilà, le petit service long, c'est pas mal, Fabien il était présent. Pourtant il a eu 5 ou 6 services courts avant, il était pratiquement sûr que le volant des services courts il était présent. Donc ça veut dire que dans l'intensité, il n'est pas trop mal. Des réflexions, des questions sur ce petit travail-là? Encore une fois, l'objectif, pour moi, les préconisations, ce serait plutôt d'aller un petit peu souvent. Et ça, par contre, dès le plus jeune âge. Service en simple, service retour en simple, les premiers coups. Voilà, c'est au plus haut niveau. Tout à l'heure, on allait voir le petit chinois, le grand chinois qui a battu Brice hier. Il travaillait sur le terrain tout à l'heure, service 3e. Il faisait service 3e, en simple. Voilà, il va jouer ce soir, c'est ce qu'il a décidé. Mais c'est pas pour ça qu'il faut attendre ce niveau-là. Des réflexions, questionnements sur, déjà dans un premier temps, sur ce que vous avez vu là, les premiers coups. Plutôt dans la philosophie, il n'y a pas de, encore une fois, c'est pas d'exercice miracle, vous les connaissez. On aurait pu parler de la technique, toutes ces choses-là, mais c'est pas l'objet aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre plutôt comment le bosser. Est-ce que c'est des choses que vous faites régulièrement? Allez, à main levée encore, c'est pour vous faire bouger un peu. Qui organise un petit peu souvent, régulièrement, des petites séquences sur les premiers coups? Tous le faire. Allez, on est à 50. Voilà, nickel. Nickel. Comment tu l'organises? T'as une petite... Ouais. Tu vois? Allez. Fallait pas lever la main. Donc comment je m'organise pour mettre en situation des plus petits, les joueurs que tu as, c'est quel âge, quel niveau? J'ai un peu tous les publics, au niveau jeune et au niveau compétiteur, adulte également, et adulte loisir. Donc ça dépend du public. La dernière situation que j'ai mis en place justement qui concernait les 3 premiers coups, j'étais parti sur une situation initiale de jeu, où je ne donnais pas de consignes particulières. Par contre, moi j'avais l'idée justement de faire travailler les 3 premiers coups, et au fur et à mesure, en fait, je réduisais les zones de jeu. C'est-à-dire qu'au départ, je réduisais la zone arrière, puis ensuite, deuxième situation, je retirais la zone avant,
puis ensuite les couloirs pour se retrouver ensuite uniquement sur demi-terrain à 4 dessus. D'accord, donc tu es parti d'une situation un peu globale pour réduire un peu les zones, pour voir comment les joueurs ils s'adaptent. Exactement. Et t'adaptais les zones en fonction de ce que tu voyais sur le terrain ou t'avais déjà... Alors j'avais déjà une idée préconçue. Maintenant, comme j'avais un public et masculin et féminin et que je voulais travailler également le mixte, etc., c'était plus pratique de commencer à retirer la zone de fond de cours. Ok. C'est vrai que le fait d'enlever des zones, d'en rajouter, c'est un des moyens ou d'enlever des retours de service, jouer à droite, à gauche, ça permet de travailler ces troisième coups. Faut pas trop fermer sur les premiers coups, parce que souvent les joueurs après ils ont des anticipations trop fortes, mais comme tu disais, une petite zone d'un côté, voilà, bon après vous avez plein d'exercices comme ça, mais un petit peu, encore une fois, un petit peu souvent, c'est quelque chose qui est important. Parce que c'est des situations qui sont quand même très difficiles. Faire une séance tous les 2 semaines sur le service retour, c'est franchement compliqué et c'est pas fort, à mon avis, le plus efficace. C'est tellement important dans le jeu qu'il faut le faire souvent et c'est tellement difficile à travailler qu'il faut le faire avec des situations assez courtes et sur un temps assez limité. Ça, vous le retrouvez aussi dans le livret d'accompagnement, on en parle un peu de tout ça, plutôt dans la partie programmation. D'autres choses sur les premiers coups? Non? On est où? On est dans le timing. Ce qu'on vous propose maintenant, par rapport à tout ce qu'on a vu dans la journée, par rapport aux documents, peut-être que certains ont pris le temps de le lire un petit peu à midi, allez voir ce qui se passe sur les sites sur le parcours du jeune joueur. Ce qu'on vous propose, c'est un échange. Alors aussi bien des questions si vous en avez, mais aussi des réflexions sur le document, sur les situations qu'on a vues, sur ce que vous vivez. On prend un petit quart d'heure avant de conclure sur tout ça. Et n'hésitez pas, là. Encore une fois, là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise question ou réponse. Allez, on échange. Ouais. Micro. J'avais juste une question par rapport aux thématiques et aux objectifs des séances en Pôle France Jeune. Savoir si, comme là, vous faisiez des séances qui étaient très fermées, on va dire assez analytiques, très fermées avec des observables très précis, comme la reprise d'appui ou l'armée. Si vous ciblez vraiment là-dessus, sur ce genre de séance, ou si vous mettez en place des situations qui sont un peu plus transversales, qui font appel un petit peu à tout. Voilà, c'était vraiment cette question-là. Comment vous planifiez les choses? Pôle France Jeune? Ça, c'était des situations fermées, ce que tu as trouvé là? Ou en tout cas, sur les observables étaient ah oui, d'accord. Voilà, vraiment, là, c'est important de faire le distinguo. Des fois, les situations étaient assez fermées sur le multi, par exemple, où on savait où le salé, il y avait un petit peu d'incertitude sur parfois un volant qui partait au fond alors qu'on avait mis 2 dans la même zone. Mais sur des observables très précis où les retours sont uniquement sur ces observables-là, comme la reprise d'appui ou l'armée, aussi des fois il y avait plus de transversalité en fait dans les retours ou même dans l'organisation en fait des situations. Thomas va te répondre. On va essayer de répondre. Non, l'idée c'est si on pouvait travailler ces objectifs, ces critères précis sur des situations globales et complexes, on le ferait. Mais le problème, c'est qu'après, pour se focaliser, c'est pas toujours évident. Donc, selon le niveau des joueurs dans tel ou tel domaine, on referme, par exemple, si au travers d'une situation complexe, on n'arrive pas à le régler. D'accord ? On voit que ça avance pas parce qu'il y a trop d'interférences. Et donc, on referme la situation pour essayer de focaliser le joueur dessus pour réouvrir ensuite. L'idéal, ce serait de partir d'une situation complexe, d'analyser, de refermer et de réouvrir. Voilà. Après, ça dépend. Il y a aussi le fait que des situations fermées vont permettre peut-être une difficulté mentale moindre parce que c'est plus facile de se focaliser sur le point précis. Alors qu'une situation complexe, on a plein d'autres paramètres à gérer en plus du paramètre précis. Voilà, donc il y a tout ça qui est pris en compte. Donc évidemment, j'ai envie de dire, on fait de tout un peu. Mais ça dépend de l'analyse première de la qualité du joueur. Puis après, c'était aussi un petit peu le but de la journée, c'était de se focaliser sur des thématiques. Donc on a se focalisé. Pour moi, c'est pas forcément on pourrait faire. En fait, l'objectif, c'était de vous montrer qu'on pouvait faire ce type de situations, qui sont pour moi assez ouvertes, en fait, parce que c'est du double, c'est des gammes, c'est des choses assez ouvertes, pour tout travailler. C'est pas des exercices pour travailler le timing de reprise d'appui. C'est juste qu'aujourd'hui, on s'est dit,
parce qu'on a réfléchi avec les collègues, c'est ce qui est important. On va faire un focus sur le timing de la reprise d'appui. Mais on aurait fait un travail sur l'armée ou le relâché serré, on aurait fait les mêmes séances. Hein. On aurait fait la même chose, simplement on aurait adapté différemment. Forcément, on aurait peut-être passé un peu plus de temps sur certaines choses. Mais c'est ça qui est important. Ça, c'est pas forcément. Alors, forcément, à la fin, ça reste des situations plus ouvertes qu'au début où il y a le multivolant. Mais à partir du moment où il y a un petit peu d'incertitude, déjà, très légère, mais c'est tellement fondamental en double, ça change tellement l'intensité et puis de concentration que pour moi, c'est pas fermé, quoi. Ça reste des choses quand même qui ressemblent. Encore une fois, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je prépare vraiment le joueur à la situation de compétition, oui ou non? Après, que ce soit avec des balles de tennis comme ce matin, ou avec une situation de match comme à la fin, c'est parfait. Voilà. C'est là-dessus qu'il faut essayer de... C'est un peu le message qu'on essaie de faire passer. Mais tu as raison, c'est vrai que là, aujourd'hui, on n'a parlé que d'une chose, surtout cet après-midi d'ailleurs, surtout le timing un petit peu, mais moi j'ai vu plein de choses sur l'armée, par exemple, il y avait plein de choses à faire sur l'armée, sur l'organisation collective, sur le physique, sur l'orientation des appuis, sur la compréhension du... Enfin, voilà, on peut faire plein de choses, et Thomas, ils sont 15 heures par semaine, donc ils abordent plein d'éléments différents. C'est vrai, et ça rejoint un peu ce que je disais au début, c'est-à-dire que là, évidemment, on a mis le focus sur un point ou deux, à travers quelques exercices, mais avec tous ces exercices, on aurait pu travailler tous les autres paramètres du parcours de jeune joueur, des OTHN, de tous les paramètres de la performance, on aurait pu tout travailler à travers ces exercices, et on aurait pu travailler les focus qu'on a mis aujourd'hui avec d'autres exercices aussi, encore bien sûr. Une autre question ? Ou réflexion, ou remarque? Ouais. Michel? Remarque, question? On parle beaucoup du style de jeu, hein, puis vous l'avez mentionné sur à partir de quand vous estimez que c'est le style de jeu du joueur, et comment vous travaillez le style du joueur? À partir de quand? Ce qu'on a dit ce matin, à partir de quand on a défini avec que le style, de toute façon, c'est individuel. Par contre, on essaie de construire vraiment des choses, des fondamentaux jusqu'à 12-13 ans, et que le style, d'ailleurs, il y a toute une partie dans le livret du joueur sur développement du style de joueur, du style de jeu de chaque joueur. C'est là qu'on laisse le style de chaque joueur s'exprimer. Et pour moi, tous les fondamentaux qu'on travaille là, les petits outils qu'on a vus ce matin, sont en fait juste, ils sont surtout pas contradictoires pour développer tous les styles de jeu. Là, on a vu qu'ici, il y a énormément de styles de jeu différents, notamment en simple dame et même en simple homme. Le respect de certains fondamentaux, leur rythme de déplacement, toutes ces choses-là, elles sont là. C'est justement là qu'on a essayé de ne pas être trop fermé et pas justement construire un style. On ne parle surtout pas de style de jeu à la française. Surtout pas. Il faut que ce soit des joueurs qui soient très adaptables et surtout avec lesquels qui puissent se développer avec leur propre style. Avec les DES, on a regardé le style de déplacement de Tsai et le style de déplacement de Carolina Marin. C'est complètement différent. Par contre, le rythme, le pied frappe en fond de cours, elle l'utilise différemment, mais elle l'utilise. Ce sont des choses qui sont... Par contre, on voit clairement que pour arriver dans le top 10 mondial, il faut être proche de ses propres qualités. Et c'est deux filles qui jouent complètement différemment. Voilà, pour répondre à ta question. Mais c'est clair qu'on en parle un petit peu et on va plutôt sur le développement. Pourquoi? Parce que c'est avant 12 ans que les choses peuvent se transformer le plus facilement. Donc on met un gros focus sur le fait de développer des habiletés un peu générales pour après 12-13 ans, développer des styles de jeu individuels. Ouais, c'est super important. Je pense qu'on a vraiment essayé d'enfermer au minimum les joueurs pour que progressivement puissent s'exprimer les styles individuels. Et ça, après, c'est du ressort de la relation entraîneur-entraîné, de faire émerger le joueur au travers de ce parcours-là.
Donc la question, c'était de savoir s'il y avait des éléments qui pouvaient être efficients sans être véritablement, sans respecter forcément les grosses thématiques, c'est ça? Je dirais que si c'est efficient, évidemment qu'il faut aller vers laisser la liberté à chaque joueur jusqu'au moment. C'est vrai que la problématique du développement du jeune joueur, c'est que ce qui est efficient à 13 ans ne sera pas forcément à 19. Et c'est toute la problématique. C'est pareil, souvent on nous dit, ah oui, mais comment vous pouvez savoir que comment va être le jeu dans 10 ans? Évidemment qu'on ne sait pas. Et dire qu'on a construit le parcours du jeune joueur en se disant que le jeu, c'est faux. Et puis en fait, c'est une question qui sert à rien, ça. En fait, c'est juste impossible de savoir. Donc, on construit pas, on essaie de construire, de comprendre un peu comment ça évolue, mais on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais on essaie par contre, la priorité, c'est plutôt de construire des fondamentaux qui vont permettre de s'adapter énormément. Voilà. Alors je dirais que oui, pourquoi pas, si un joueur qui développe vraiment une grosse particularité et que ça reste efficient, à 12-13 ans, pourquoi pas. Mais on aura toujours le questionnement de se dire, est-ce que cette particularité ne sera pas un facteur limitant à 19 ou 18? Maintenant, si à 19 ou 18, il a encore ces éléments-là, voilà. Pourquoi pas. Il faut garder cette souplesse-là, il n'y a pas de souci. Et comme tu le dis, la seule chose qu'on peut essayer de faire, c'est dans cette particularité, la faire s'exprimer dans un maximum de vitesse, un maximum d'incertitude pour voir si potentiellement ça pourrait tenir dans la durée et dans le très haut niveau. Bon, après, on ne peut pas faire beaucoup plus et on n'a pas la science infuse et malheureusement. Je sais que tu aimerais bien, mais non. Question là-bas. On parle souvent de reprise d'appui au niveau du pied, mais on ne parle pas aussi de la relation œil, traitement d'information, la relation œil-cerveau, et après sol-pied. Est-ce que là, dans les mois qui vont arriver, où il y aura des exercices on va dire spécifiques pour le badminton qui vont arriver, et aussi, autre question, quel est le sport pour vous qui préparez ça, qui est le plus intéressant et le plus proche du badminton, qui pourrait apporter des armes? Parce qu'on peut aussi apprendre des autres sports. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est le sport le plus important? Si tu poses la question, tu dois une petite idée. Oui, c'est forcément une autre, mais c'est aussi pour comparer. Vas-y, donne-nous ta réponse et puis... Les sports qui peuvent être intéressants, c'est soit par exemple le baseball ou le tennis de table. Ouais. Je pense qu'il pourrait tennis de table, j'aurais été... Baseball, j'y aurais pas pensé. Mais parce que le baseball, il y a vraiment un temps de latence qui peut être donné comme sur un livre derrière. Et il y a un smash qui est déclenché. C'est peut-être pour ça... J'aurais pensé aussi au baseball. Et puis le tennis de table, c'est tous les sports duels avec un volant, une balle. Voilà. Donc maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'il y a des exercices types pour travailler surtout au niveau de l'œil. Ouais, la prise d'information. Alors, voilà, ouais. Alors je dirais que, comme je vous l'ai dit ce matin, le prise et le traitement de l'information, c'est quelque chose qu'on a rajouté parce que ça nous a semblé essentiel de le mettre. Donc, il me semble que c'est priorité haute à 9-13 ans, ce qui est, voilà, même priorité moyenne ensuite, il me semble. Donc on donne des exercices, il y en a quelques-uns. Ce qu'on a vu ce matin avec la balle, tout ce qui est opticomoteur, c'est-à-dire que prendre la distance par rapport au volant, se déplacer en fonction toutes ces choses-là, c'est à développer. Et je pense qu'il y a énormément de choses dans le dispositif jeune également, il y a beaucoup de choses. Il faut qu'on en développe encore. L'objectif, ce serait d'enrichir ça. La fiche prise et traitement de l'information, on l'a traité avec des exercices, mais comme c'est quelque chose qu'on a moins l'habitude de travailler, c'est quelque chose qu'on pourra développer. Et regarde, c'est pas quelque chose qu'on a oublié, mais c'est quelque chose qui pour moi a été un peu délaissé. Je suis d'accord avec toi, et c'est super important entre 9-13 ans et même avant. Là. Même avant. Dispositif jeune, mini-bad, dès le début, on sait toute la difficulté qu'on peut avoir pour tout ce que tu as dit sur la prise d'infos et le traitement de l'information. Alors tu verras que sur toute la thématique prise et traitement de l'information, on l'a traité de deux façons différentes. C'est beaucoup dans la vitesse chez les plus petits, pour justement qu'il y ait ce calcul psychomoteur, quand le volant vient vite là, comment se placer, justement faire le lien entre... Et puis après, c'est plus justement dans la gestion du coup d'après. C'est plus à la limite ce qu'ils ont fait là. Tu vois, prendre l'information et la traiter, ok, mais ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, si le volant peut venir dans une telle... Si peut revenir fort, comment je me place et comment je m'adapte. Parce que ça nous paraît simple, nous, depuis ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais oui, il faut le faire. On peut l'enrichir encore, je pense. Parce que c'est super important. Je suis d'accord avec toi.
ce sera même important de l'enrichir avec ce qui est en amont du parcours du jeune joueur, pour préparer à ce qu'on met en place là. Parce que là, vous avez vu quand même que ça correspond à des joueurs qui sont déjà bien formés. Hein. Au début, c'était aussi plutôt pour les joueurs en club à venir. Hein. Donc on parle de, je ne sais pas combien de joueurs en club à venir, je ne sais pas combien ils sont, mais même si c'est valable pour les autres aussi. Hein, mais... Alors pour le sport, je laisse Thomas, il va répondre. Pour le sport. Pour le sport. Le sport qui se rapproche le plus pour travailler le traitement de l'information. Moi je l'ai dit, moi... Oui, le voulait. T'as pas écouté. Il n'a pas écouté. Non, il n'a pas écouté. Non. Alors... moi, je dirais tous les sports, comme tu l'as dit, hein, tennis de table, tous les sports, justement, il y a ce calcul à faire avec un projectile qui, voilà, tout est tennis, boxe, oui, pour la distance. Ça peut être aussi intéressant à pratiquer chez les plus jeunes. Le squash. Pourquoi le squash? Parce qu'il y a toute